à tous, David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir pour cette conférence sur l'entreprise hybride. Alors pour être honnête, c'est une des premières fois depuis 2 ans que j'anime une conférence qui n'est pas hybride. Jusque-là, depuis 2 ans, on a fait des conférences qui étaient totalement en distanciel, que de la vidéo. On a refait du mode hybride avec présentiel et distanciel à la fois. Et là, ce matin, on n'est que en présentiel, même si cette conférence est filmée et sera ensuite rediffusée. Et du coup, je trouve que c'est plutôt sympa parce qu'il y a un peu plus de monde que d'autres conférences qu'on a tendance à organiser, où c'est vrai qu'avec le télétravail et l'hybridation, les gens ont tendance à se connecter de plus en plus à distance. C'est à la fois de ça et de plein d'autres choses dont on va parler ce matin, sur qu'est-ce que ces 2 années de Covid ont transformé, ont accéléré dans notre transformation de nos habitudes, nos modes de travail et l'espace de travail. En gros, on a conçu la matinée autour de la conférence autour de 3 moments. Ça sera assez rythmé. Une première partie avec du sens. Je discuterai avec une philosophe d'entreprise, Flora Bernard, qui est juste là. Ensuite, une table ronde avec des témoignages. 5 entreprises, 5 profils très différents. Comment est-ce qu'ils vivent, comment le travail hybride est devenu une habitude quotidienne. Et puis une dernière table ronde, témoignage plutôt sur les solutions ou les outils qui peuvent exister et nous permettre de réinventer ce nouveau mode de travail. J'appelle Flora, peut-être à me rejoindre tout de suite sur scène. Vous verrez, il n'y a pas trop de protocole, on n'est pas à Cannes. On va juste enchaîner des témoignages. Pour vous présenter rapidement Flora, donc vous êtes philosophe d'entreprise. En fait, vous avez travaillé pendant 15 ans dans le développement durable. Mais en 2013, vous avez créé une agence qui s'appelle TAE. L'idée, c'était que la philosophie peut aider les entreprises de manière pratique à donner du sens. Vous êtes auteur de plusieurs livres. En 2016, moi, j'ai retenu Manager avec les philosophes. Et plus récemment, vous avez sorti un nouveau livre sur la décision. Vous avez étudié à l'Institut catholique et à la London School, à l'Institut catholique de Paris, et à la London School of Economics, à Londres, comme son nom l'indique. Peut-être, oui, la première partie, c'est une grosse dizaine de minutes, un quart d'heure. Ça va passer vite. L'idée, c'est de demander à un philosophe peut-être sur notre rapport au travail, des mots comme hybridation et tout ça, qu'est-ce que ça peut nous inspirer? Peut-être, d'abord, qu'est-ce que les 2 dernières années qu'on a vécues, qui sont un peu hors normes, on peut le dire, vous inspirent à vous en tant que philosophe qui s'intéresse au monde de l'entreprise? Bonjour David et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour discuter de ce sujet. Alors, qu'est-ce que ces 2 dernières années m'inspirent en termes de rapport au travail? Je pense que ces 2 dernières années sont venues nous questionner sur notre rapport au travail et en fait, au fond, sur ce que ça veut dire que travailler. Je pense qu'il y a eu un engouement assez important pour tous les outils digitaux qui nous ont permis de rester connectés, de rester en lien. Mais la question qui s'est posée, pas seulement à moi, mais à tous les clients pour lesquels j'interviens, c'est au fond, qu'est-ce que c'est qu'être en relation? La connexion, c'est le nom du rapport entre machines. La relation, c'est le nom du rapport entre des personnes humaines. Et donc on s'est rendu compte finalement qu'il y avait un gain d'efficacité énorme. Enfin moi la première, on a pu faire beaucoup plus de choses dans le même temps. Ça a marché et ça a peut-être même marché, on était plus efficace. À court terme, ça fonctionnait. Il y avait une sorte d'efficacité, tout dépend ce qu'on met dans efficacité. Mais si on dit qu'être efficace, c'est faire plus de choses dans le même temps ou les mêmes choses dans un temps moindre, oui, il y a eu cette efficacité. Après, travailler, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste produire des biens et des services ou est-ce que c'est autre chose? Et j'ai le sentiment qu'on a tous fait l'expérience que travailler, même si on le savait déjà, mais ça a été flagrant, on va dire, que travailler, c'est juste autre chose que produire des biens et des services, c'est vivre ensemble. Et pour l'instant, on a surtout mis l'accent sur l'efficacité, on s'est rendu compte qu'on pouvait être efficace. Oui, on s'est rendu compte qu'on pouvait être efficace, productif, et ça, l'entreprise en est très heureuse, et c'est très bien, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que cet engouement en fait pour la technologie amène pour moi la question éthique. C'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Et moi, j'entends tout autour de moi, c'est possible, donc faisons-le. Vous voyez la logique de cette pensée, c'est possible, donc faisons-le, ou c'est possible, donc on doit le faire.
Mais enfin, en tant qu'être humain, on a quand même la possibilité de se demander si tout ce qui est possible, est-ce que c'est désirable ? C'est ça l'éthique. Hein. L'éthique, c'est le questionnement sur comment est-ce qu'on doit se comporter et pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Enfin, moi, c'est une définition toute simple, mais je pense qu'il faut remettre de la pensée éthique dans la pensée technique. Mais en même temps, si on regarde le verre à moitié plein de l'hybridation et du télétravail, on a le sentiment, alors c'est pour utiliser un mot que les philosophes aiment bien, que ça nous a accordé, donné beaucoup de liberté. On a l'impression d'avoir repris, dans le rapport qu'on a au travail, à l'entreprise, d'avoir regagné de la liberté. Alors, oui, peut-être de la liberté, mais quelque part, les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle est devenue aussi beaucoup plus floue. Donc, cette liberté, il faut pouvoir bien l'organiser et pas se laisser dépasser et aliéner, en fait, par ce flou. Il y a un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'accélération en vue de créer le progrès. Hein. Et il nous dit une chose intéressante par rapport à la liberté. Il nous dit, en fait, tout ce qu'on recherche la liberté. Mais est-ce que c'est vraiment la liberté qui nous fait sentir connectés les uns avec les autres et connectés avec le monde ? Il dit, ce qui est le plus important, c'est d'être en relation, que d'être que de se sentir libre. Alors voilà, je vous soumets cette liberté, ça veut idée-là. dire être seul, on a un peu raté quelque chose, quoi. Ben, en tout cas, je trouve que c'est une question intéressante à se poser, ouais. Et votre sentiment, votre première, un feeling d'une certaine manière, c'est que on s'est retrouvé peut-être un peu plus isolé, c'est-à-dire qu'on a été efficace, on a été un peu libre, mais on a un peu perdu on perd ou on risque de perdre une forme de sens commun dans cette mode d'hybridation. Oui, je pense qu'on a gagné en efficacité et en productivité, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre en relation avec les autres et en sentiment d'équipe, de faire corps ? C'est intéressant parce que tout le travail à distance, il a exacerbé les sens de la distance, c'est-à-dire la vision et l'ouïe. Ce sont deux sens de la distance. Je peux voir loin et je peux entendre les bruits qui sont loin. Par contre, les sens de la proximité, c'est-à-dire l'odorat, je ne peux pas sentir ce qui est au bout de la salle, j'ai besoin que ce soit proche, l'odorat, le goût, le toucher, tout ça, c'est des sens qui ne sont pas sollicités par les outils technologiques. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être en rapport les uns avec les autres alors que la moitié de nos sens, on est privé de la moitié de nos sens, en fait, pour bien appréhender une situation ou bien appréhender une personne. Est-ce qu'il y a des recettes ? Est-ce que vous avez des pistes sur comment est-ce qu'on peut faire déjà pour refaire corps, comme vous dites ? Est-ce qu'il faut simplement commencer par s'interroger ? Est-ce que c'est ça la première étape ? Mais, moi, aujourd'hui, en tout cas, ce questionnement, je l'ai avec mes clients et je l'ai aussi pour moi. Hein. Je me demande, avant de décider si une réunion, si une conférence doit être faite en visio ou en présence, ce qu'elle doit servir, en fait. Je trouve que les outils sont absolument fantastiques pour préparer des réunions, pour s'accorder, peut-être une première rencontre. Et encore, on peut se demander si une première rencontre, c'est pas important qu'elle le soit en physique. Et puis après, il y a certaines autres dispositifs qui doivent être en présence, il me semble. Moi, quand j'anime un atelier philosophique et que la commande d'un client, c'est de faire réfléchir les participants en profondeur sur un sujet pour qu'ils s'approprient ce sujet, pour qu'ils puissent s'engager sur ce sujet, je trouve ça compliqué de le faire à distance. Et donc, mais regardez le bonheur qu'ont les gens à se retrouver aussi physiquement. C'est bien qu'il se passe quelque chose, c'est bien qu'à travers la présence physique, il y a une énergie qui se dégage. Donc je pense que l'hybride, regardez, hybride, ça vient du latin hybrida. C'est toujours intéressant de retourner vers l'étymologie du mot. Hybrida, ça veut dire bâtard. Ça veut dire sans mêler. Un être hybride, c'est un centaure, c'est une sirène. Vous savez, ce sont ces êtres mythologiques qui sont moitié êtres humains, moitié animaux. Dans l'hybride, il y a à la fois une force incroyable, c'est-à-dire que le centaure, par exemple, n'est ni cheval ni homme, il est autre chose. Et souvent, ces êtres mythologiques ont une force incroyable. Ils peuvent naviguer dans plusieurs mondes, la sirène aussi. Mais en même temps, dans hybride, il y a aussi hubris, en grec, qui est démesure.
Et donc, contenu dans l'hybride est à la fois une force incroyable, une possibilité de se dépasser, ça je trouve que c'est intéressant, et en même temps une mise en garde attention à la démesure en quelque sorte. Attention de peut-être pas, est-ce que tout est hybridable? Voilà. En fait, il faut qu'on apprenne à maîtriser et qu'on fasse un apprentissage de ce que veut dire l'hybridation. Quand on a été plongé dedans parce qu'on n'avait pas le choix, aujourd'hui on peut choisir et donc il faut qu'on réfléchisse. C'est un peu ça que vous nous dites. Oui, enfin, je pense que par rapport à la... Enfin, hybrider, ça veut dire hybrider quoi? C'est hybrider la présence et la distance, parce que si jamais l'hybride signifie qu'il y a deux ADN, en quelque sorte, qui se mêlent, c'est l'ADN de quoi et de quoi qui se mêlent? De la présence et de la distance, de la technologie et de ce qui ne relève pas de la technologie. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Quand on parle d'hybride, on parle surtout de distanciel, présentiel. Mais je pense qu'il y aurait une réflexion très intéressante aussi à mener sur l'organisation du travail. Aujourd'hui, j'entends quand même encore beaucoup d'entreprises qui travaillent en silo. Est-ce qu'il n'y a pas à hybrider les équipes, en fait? Vous voyez, en dehors de la distance-présence, est-ce qu'il n'y a pas aussi hybrider en présentiel, quoi. Oui, hybrider en présentiel, exactement. Vous voyez, donc il y a plein de questions tout à fait passionnantes à se poser, en dehors même de la technologie, sur le sujet de l'hybride. Qu'est-ce qu'on hybride? Et je reviens un tout petit peu en arrière sur la frontière entre vie privée et vie perso. Là-dessus, sur quoi est-ce qu'on doit s'interroger? Est-ce qu'il faut juste se fixer des règles, se dire il est 19h, j'arrête? Ou est-ce que comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une approche intelligente ou une réponse intelligente, un début de réflexion sur un sujet comme celui-là qui nous concerne tous? Alors, vous savez, un philosophe donne rarement des recettes. Et moi, j'ai envie de faire confiance à l'intelligence et à la créativité de chacun pour trouver les siennes. Je pense que ce qui est important, c'est que notre manière de nous organiser, notre manière d'agencer notre journée, notre rapport au travail et à la vie personnelle, ce soit quelque chose qui fasse sens pour nous. Vous voyez, quand on travaille, on donne notre temps en échange d'argent. On donne, ça c'est quelque chose que le philosophe Pascal Chabot décrit très bien. Il dit, on donne quelque chose de qualitatif, le temps, notre temps, qui est en fait la chose la plus précieuse qu'on ait. Et une fois qu'on l'a donné, on ne peut plus le retrouver, ce temps-là, en échange de quelque chose de quantitatif, de l'argent. Et il n'y a aucun montant d'argent qui peut matcher, si vous voulez, la qualité du temps. On est sur deux rapports complètement différents. Qu'est-ce qui fait qu'on est engagé dans ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre plaisir à aller travailler, et, seul ou avec d'autres? Eh bien, c'est le sens. Pascal Chabot qui nous dit ça, il nous dit ce qui permet d'équilibrer, en fait, de remettre ce rapport, c'est la question du sens. Donc je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, on se demande qu'est-ce qui fait sens dans notre vie. Pour certains, le travail a une place très importante. Moi, j'aime bien travailler le soir parce que c'est un moment où je peux lire tranquille, écrire. J'ai le temps devant moi, je sais que je ne vais pas être interrompue. Bon, alors peut-être pas tous les soirs, mais ça vient. Normalement, le soir, c'est quand même un moment de vie privée. Donc tout dépend du travail qu'on a à faire et de comment on a envie de. Qu'est-ce qui fait sens pour soi? Et que nous disent alors les philosophes de l'époque? Les Grecs ne peut-être pas s'interrogeaient sur la technologie comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous l'avez dit, la technologie permet beaucoup de choses. Que nous disent les philosophes sur notre rapport à la technologie, l'innovation, pour qu'on n'en soit pas l'esclave, mais qu'on puisse, d'une certaine manière, en faire un outil qu'on maîtrise? Est-ce qu'ils se sont interrogés sur cette question, ou est-ce qu'on peut utiliser ce qu'ils ont dit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui? Alors déjà, les philosophes grecs, avant même de réfléchir, ils n'ont pas beaucoup réfléchi à la technologie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais déjà, ils n'étaient pas très positifs sur le concept de travail en tant que tel. Pour eux, le travail, c'était l'asservissement. C'était tout ce temps qui n'est pas disponible pour réfléchir aux affaires de la cité, c'est-à-dire aux affaires politiques. C'était ça le plus important dans la vie d'un citoyen, ce n'était pas du tout de travailler. Alors après, tout ça a changé. D'autres philosophes, oui. Je ne vais pas refaire l'histoire du travail, mais on va dire que le souci du philosophe, c'est que la technologie soit au service de l'être humain et pas le contraire. Voilà, je pense que c'est
assez simple. Donc nous, notre vigilance, c'est que la technologie soit à notre service et pas le contraire. Vous vous rappelez de cette lettre qu'avait écrite Keynes pour son petit-fils? Alors je ne sais plus quand est-ce que c'était au début du siècle, du XXe siècle. Il avait dit, grâce à la technologie, cher petit-fils, tu vas pouvoir travailler la moitié de ton temps, puisque la technologie va pouvoir faire plein de choses pour toi, et donc tu vas pouvoir libérer du temps pour aussi d'autres choses. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a augmenté le nombre de choses à faire, et donc on se laisse parfois déborder par la technologie. Donc nous, il faut qu'on reprenne la main et qu'on se demande si, est-ce que si quelque chose est possible, est-ce que c'est désirable? Voilà, je pense que c'est ça la question importante. Merci beaucoup pour ce lever de rideau sur une question qui est celle qui va nous animer maintenant au cours de la table ronde. Je vais inviter donc les 5 participants à me rejoindre sur scène. On va vous donner des chaises, vous n'allez pas tous rester debout et on va voir comment les entreprises au quotidien vivent cette hybridation. Merci. Merci.